en régie, ça devrait s'afficher. Donc, A, 50%, B, 65%, C, 80% ou D, 95%. Je vous donne quelques secondes là, pour répondre, mais entre-temps, je vous donne un petit indice. Donc, il n'y a pas les chiffres exacts, mais juste pour vous montrer qu'il y a quand même une progression assez importante là, du pourcentage de la population qui est inscrite à un médecin de famille au cours des années. On n'est pas tout à fait à notre cible qu'on aimerait atteindre, mais on y arrive de plus en plus. Donc, Lise, je ne sais pas si on peut présenter, partager les résultats. Vous êtes assez bon, en fait. Donc, à 48%, là, vous avez répondu C. Et en effet, c'est C. Donc, au 31 décembre 2020, on était à 81,4%. Ça va peut-être changer un peu. Donc, c'est bien, mais ça reste une problématique importante au Québec. On a à peu près un patient sur 5, donc environ 20% des patients qui est non inscrit à un médecin de famille. Qu'est-ce que ça veut dire inscrit à un médecin de famille? C'est assez particulier au Québec. Il y a l'Ontario qui a un système un peu similaire à nous, mais c'est vraiment une inscription formelle au Québec à un médecin de famille. Ça veut dire que quand on a un médecin de famille, on signe un formulaire qui vient vraiment confirmer que c'est notre médecin de famille, qu'on est inscrit auprès de ce médecin de famille-là, et c'est envoyé auprès de la RAMQ. Donc, on est capable de suivre le nombre de patients qui sont inscrits de façon formelle. Et puis, ça reste quand même non négligeable qu'on a 20% de la population qui est non inscrite, donc que ce lien formel-là n'est pas fait, puis ça monte jusqu'à 35% dans certaines régions, comme à Montréal. Pourquoi c'est un problème? Bon, je suis certaine que vous savez que c'est un problème de ne pas avoir accès à un médecin de famille, mais c'est particulièrement un problème dans l'organisation des services au Québec, parce que la base de notre première ligne au Québec, ce sont les groupes de médecine de famille. Donc, c'est un peu la version québécoise du Patient's Medical Home, un peu la vision, le saint graal de ce qu'on voudrait qu'il soit la première ligne, qui est vraiment un endroit où les patients peuvent aller pour obtenir la plupart de leurs soins, qui est vraiment basé sur une relation continue dans le temps avec un médecin de famille. Et puis au Québec, le groupe de médecine de la famille, le problème, c'est que c'est vraiment axé sur les patients inscrits. Donc, ça devient vraiment très difficile pour les patients qui sont non inscrits à un médecin de famille d'avoir accès aux services. Nos patients qu'on appelle orphelins, c'est un peu un drôle de terme pour les désigner, mais les patients qui n'ont pas de médecin de famille, nos patients orphelins, c'est très, très difficile de trouver des services, particulièrement dans les régions un peu plus éloignées où est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas de clinique sans rendez-vous. Et puis, une des conséquences, c'est que le Québec se classe assez mal, en fait, au niveau international, national, quand on regarde les visites à l'urgence. La raison, c'est que l'urgence devient un peu un substitut à la première ligne, pas un très bon substitut. Donc, mais quand on n'arrive pas à avoir accès à la première ligne, on se tourne vers les urgences des hôpitaux pour accéder aux soins dont on a besoin. Donc, ça, c'est un peu notre problématique. Juste vous montrer ici, excusez, là, je vois des participants qui attendent, c'est distrayant. Juste vous comparez ici le Québec aux autres provinces. Donc, en rose, c'est ceux qui sont moins bons que les autres. On voit que le Québec, on est en rose, on est moins bon que les autres. C'est vraiment un problème au Québec et on se classe pas très bien au Canada, mais aussi à l'international. La raison principale que les gens rapportent pour ne pas avoir de médecin de famille, pour laquelle les gens sont orphelins. Donc, le guichet d'accès à la rescousse, est-ce que ça vient nous aider, un guichet d'accès à un médecin de famille? Ici, je voulais juste vous montrer qu'on n'est pas la seule province à avoir un guichet comme ça. Il y a 7 provinces à travers le Canada qui ont implanté des guichets d'accès qui sont assez similaires. Le nôtre, celui au Québec, c'est vraiment le plus gros au Canada. C'est assez particulier au Canada d'avoir des guichets d'accès comme ça en première ligne. On voit surtout des guichets d'accès, des listes d'attente comme ça, on les voit surtout pour des chirurgies ou des fois pour des problèmes de santé mentale, mais pour l'accès à un médecin de famille, c'est vraiment particulier au Canada. Donc, c'est assez intéressant d'évaluer le guichet d'accès à un médecin de famille au Québec, vu que c'est le plus gros au Canada, puis ça peut aussi aider à améliorer ce qui se passe dans nos provinces. Donc, c'est quoi l'idée derrière le guichet d'accès? Mais c'est une liste d'attente qui est centralisée. Donc, c'est un peu comme quand on va à l'épicerie,
on choisit chacun sa caisse, quelle qui a l'air d'aller la plus vite. Mais c'est un peu la même idée. Donc, est-ce qu'on demande à chaque patient qui cherche un médecin de famille d'appeler chaque clinique, chaque médecin pour voir s'il y a de la place? Ou plutôt, le guichet d'accès permet de mettre en place une liste d'attente qui est centralisée, un peu comme on verrait dans une banque ou à l'aéroport. Tout le monde attend dans la même ligne. Et puis, l'avantage d'avoir une seule ligne, c'est que s'il y a un problème à une des caisses, dans ce cas-ci, s'il y a un médecin, par exemple, qui est très populaire ou qui n'a pas de capacité de prendre des patients, mais la ligne ne s'arrête pas. Donc, vraiment, l'avantage, c'est que la ligne continue d'avancer. Donc, ça vient un peu des théories de queuing qui nous proviennent des gens des compagnies privées là, qui gèrent les centrales téléphoniques. Et puis, l'idée, c'est que la ligne continue d'avancer, peu importe ce qui se passe à chacun de tes personnes individuelles. Donc, ça devrait augmenter d'une part la satisfaction. Les gens sont contents d'avoir accès aux services pour lesquels ils attendent. Et ça devrait, en théorie, et je dis bien en théorie, diminuer le temps d'attente parce qu'on optimise vraiment l'utilisation de toutes les ressources. On peut penser, par exemple, qu'il y aurait un médecin de famille qui aurait de la capacité, mais pour une raison X, les gens ne savent pas ou ils ne s'inscrivent pas à sa liste d'attente, mais on perd cette capacité-là. Avec le guichet d'accès à un médecin de famille, l'idée, c'est que vu que c'est centralisé, on est capable d'aller vraiment optimiser l'utilisation de nos ressources qui sont en place. Donc, à quoi ça ressemble le guichet d'accès à un médecin de famille? Comment ça fonctionne? Bien, on a des patients qui sont orphelins ou qui se cherchent un médecin de famille et ils s'enregistrent au guichet d'accès. Donc, ils peuvent s'inscrire surtout via le site web, c'est la modalité principale, mais ils pourraient s'inscrire aussi, par exemple, par téléphone localement, ou ils pourraient être référés par un professionnel de la santé, par exemple dans une clinique sans rendez-vous ou à l'urgence, qui constate que ce patient-là n'a pas de médecin et qui remplit le formulaire pour eux. Ils répondent à quelques questions assez simples sur leurs besoins de santé. Et puis, ils sont ensuite priorisés. Donc, ici, au Québec, on a cinq priorités. A à E. A étant plus urgent, E étant en assez bonne santé. Et cette priorisation-là se fait sur la base des questions. Là, je vous disais que les patients répondent lorsqu'ils s'inscrivent et aussi en partie sur leur utilisation des services. Et puis, ça se calcule là, avec les données de la RAMQ, ce qui s'est fait au cours des dernières années, notamment si les gens ont utilisé plus l'urgence ou non, ils pourraient être là, priorisés. Il y a aussi une infirmière qui peut appeler les patients, faire une évaluation au téléphone et changer là, la priorité selon les choses qu'ils découvrent en parlant aux patients. Une fois que les patients sont priorisés, on voit une attribution. Donc, l'attribution, c'est un peu on sélectionne les patients qui sont en théorie au devant de la file ou qui sont près du médecin de famille pour générer des listes. Donc, ça se fait de façon assez automatique là, dans le système. Le médecin peut aller se générer des listes ou sinon, on peut vraiment passer par des attributions qu'on appelle particulières. Donc, dans certaines régions, on pourrait avoir un groupe de patients qui est plus prioritaire et tout ça. Donc, une secrétaire ou une infirmière pourrait venir créer une liste et puis l'attribuer à un médecin de famille. C'est intéressant aussi de voir que les médecins de famille reçoivent un montant, un montant ponctuel, une seule fois, pour l'inscription des patients. Je vous ai mis les montants ici, mais ça n'a pas l'air beaucoup par patient. C'est vraiment un montant pour une fois, mais ça s'accumule. Le rapport de la vérificatrice générale qui a été publié il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, parlait d'environ 1 milliard de dollars qui a été donné en incitatif depuis 2016. Donc, c'est quand même substantiel là, comme ressource. Il faut savoir aussi que dans chacun des GACO, vous avez peut-être déjà entendu l'expression guichet d'accès à la clientèle orpheline. Donc, les GACO, ça désigne vraiment les équipes qui sont locales. Surtout dans les ARLS, des fois au niveau du 6, c'est un peu variable, mais souvent, c'est une infirmière, une secrétaire et un coordonnateur médical local, donc un médecin de famille qui est payé pour aider à coordonner pour une partie de son temps la gestion de cette liste-là au niveau local. Donc, ça, c'est en théorie, mais c'est pas si simple que ça. Ça marche pas toujours si bien que ça, et on le voit souvent dans les médias, si vous êtes un peu au courant. Bon, c'est sûr que c'est un peu avant la pandémie, là, on le voit un peu moins, mais il y a beaucoup quand même de problèmes avec les guichets d'accès. C'est vraiment un enjeu politique
important. Ça fait souvent état de promesses politiques aussi ou de débats politiques. Donc, c'est pas si simple que ça. Et c'est pourquoi on s'est posé la question, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça améliore l'accès? On sait qu'en théorie, ça devrait nous aider, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les gens réussissent à se trouver un médecin via le guichet d'accès? Et si oui, à quel niveau? Donc, c'est la deuxième question, la deuxième portion de la présentation d'aujourd'hui. Donc, une deuxième devinette. Le nombre de patients en attente au guichet d'accès actuellement, selon vous. Donc, A, 300 000, B, 500 000, C, 700 000, D, 1 million. Je vous donne un indice pendant que vous répondez, pendant qu'on lance le sondage. Donc, je vois que c'est lancé. Je vous laisse répondre. Ici, c'est juste un petit diagramme un peu farfelu, là, mais c'est juste pour vous montrer qu'en 2020, donc en janvier et décembre, on a eu 320 000 patients, nouveaux patients qui se sont enregistrés au GAMF au Québec, au guichet d'accès à un médecin de famille. Donc, la baignoire se remplit, mais elle ne s'est pas vidée aussi vite. Donc, on a eu 200 000 patients qui ont été inscrits à un médecin de famille, mais ça, c'est incluant les gens qui sont sortis du guichet d'accès à un médecin de famille, les gens qui sont inscrits en dehors du guichet d'accès. Donc, par exemple, un patient qui verra un médecin au sans rendez-vous ou à l'urgence et qui dit « Est-ce que vous pouvez être mon médecin de famille » qui le prend hors GAMF. Vous avez répondu en majorité 700 000. Vous êtes vraiment bon. Ça ressemble vraiment à ça. Donc, au 31 décembre 2020, on était à 696 000 patients en attente. On est sûrement au-dessus de ça actuellement. Ça a continué à augmenter au cours de l'année. Donc, bravo. Vous êtes assez bon pour deviner. La première question qu'on s'est posée là, en disant est-ce que les gens trouvent un médecin via le GAMF, c'est est-ce que les patients qui n'ont pas de médecin s'inscrivent au GAMF? Donc, au 31 décembre 2020, encore une fois, quand on regarde les patients orphelins, là, les environ 18-19 de patients qui sont orphelins, il y en avait 45 parmi eux, donc les 696 000 dont je vous parlais, qui sont inscrits au GAMF. Ça veut dire qu'il y a quand même 55 des gens qui n'ont pas de médecin de famille qui ne sont pas inscrits au GAMF. Ça veut soit dire qu'ils ne savent pas que ça existe, c'est trop compliqué de s'inscrire, on ne les rejoint pas tout à fait, ou bien ils ne cherchent pas de médecin de famille. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de voir qu'il y a 45 là, qui sont inscrits au GAMF. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus bas que ça. On parlait de peut-être juste 20 des patients orphelins qui étaient inscrits au GAMF. Ça ne nous donnait pas un très bon portrait de qui cherche un médecin de famille. Donc, ça, c'est... ici, c'est une bonne nouvelle. Ici, je vous présente les délais moyens d'attente. Donc, la question que plusieurs personnes se posent, donc ça, c'est des données qui sont disponibles de la RAMQ et du ministère. C'est un nombre moyen ajusté, là, mais ça nous donne une assez bonne idée. À gauche, vous voyez pour les patients ABC, donc ceux qui ont des problèmes de santé plus urgents, on a un nombre moyen de jours d'attente de 440, donc bien au-delà d'un an. La cible était supposée être de 30 jours. C'est sûr que les cibles sont en révision, mais ça donne quand même une idée qu'on ne respecte pas très bien les cibles d'attente pour avoir un médecin de famille. On a à peu près 50 de ces patients-là aussi qui attendent depuis plus d'un an. Donc, on voit que c'est assez long et les délais sont en augmentation. Pour ce qui est des patients DE, donc les patients qui sont en meilleure santé, 577 jours, eux auraient une cible. On voudrait qu'ils attendent moins de 90 jours, à peu près 3 mois, mais on n'arrive vraiment pas à respecter ça. Et puis, on a 62 d'entre eux qui attendent depuis plus d'un an. Plus d'un an, oui, c'est ça. Ce qui est assez intéressant aussi, puis ça date de là, quelques années, là, ça a sûrement évolué, mais on s'était intéressé en 2016 à voir est-ce que les gens qui ont fini d'attendre, donc ceux qui ont réussi à avoir un médecin de famille, ceux qui sont en bleu, ceux qui sont inscrits, ont attendu plus ou moins longtemps que ceux qui sont encore au guichet d'accès et qui attendent. C'était assez intéressant de voir que pour les A et B, donc ceux qui ont des problèmes assez urgents, en orange, on voit que ça dépasse un peu. Donc, ceux qui étaient en attente attendaient depuis plus longtemps que ceux qui avaient réussi à avoir un médecin de famille. Donc, c'est venu nous poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une certaine sélection de patients? On entendait souvent anecdotiquement quand on parlait
à des gens qui géraient les guichets d'accès, que c'était plus difficile pour certains patients d'obtenir un médecin de famille, mais on voulait creuser un peu plus la question. Donc, on est allé chercher des données locales dans 5C3S. Donc, on s'est branché à ce qui était dans le temps le système d'information des GACO, le CIGACO. Puis, on avait extrait les données individuelles là, pour être capable de faire des analyses. On avait publié un papier dans International Journal for Equity and Health sur la question. On voulait vraiment voir c'était quoi les variations dans les chances d'être inscrit à un médecin de famille et dans les délais d'attente pour l'inscription à un médecin de famille par rapport aux caractéristiques des patients, notamment la défavorisation, l'état de santé, la priorité qui était attribuée par le guichet d'accès, l'âge, le sexe et le C3S. Donc, je vous présente les résultats principaux qui sont ressortis. Ici, ce sont vraiment les chances d'inscription. Donc, on a comparé les gens qui avaient réussi à avoir un médecin de famille via le guichet d'accès à ceux qui sont restés sur le guichet d'accès pendant notre période d'études. C'est des données, comme je vous disais, qui datent un petit peu, là, donc 2013-2015. On avait environ 75 000 patients. Et puis, on avait trouvé que de façon assez significative, les gens qui avaient un problème de santé mentale, les gens qui avaient un problème de toxicomanie avaient beaucoup moins de chances d'avoir un médecin de famille via les guichets d'accès. Donc, environ 60 % moins de chances que ceux qui n'avaient aucune condition de santé. Donc, on pourrait supposer qu'ils restent un peu pris dans le guichet d'accès. Il y a une certaine sélection là, qui se fait pour ces patients-là. Et puis, quand on regarde au niveau des délais d'attente, donc ceux qui ont fini chez ceux qui ont fini d'attendre, qui ont réussi à avoir un médecin de famille, dans les mêmes 5 C3S, on avait trouvé un gradient au niveau de la défavorisation matérielle. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui sont dans des quartiers qui sont plus favorisés attendaient moins que ceux qui sont dans les quartiers plus défavorisés. C'est pas une énorme différence, on parle à peu près un mois, mais quand même, on voyait un gradient à chaque quintile de défavorisation. Encore une fois, santé mentale, toxicomanie, on voit qu'ils attendent plus longtemps quand ils réussissent à avoir un médecin de famille versus ceux qui n'avaient aucune condition. Puis on voyait aussi le C3S A et E, c'est pas important quel C3S, mais on voyait vraiment une variation importante au niveau local dans les temps d'attente. Donc, par rapport soit à l'organisation des services locaux ou à la disponibilité des médecins, là, ça pouvait varier de presque un an là, entre des C3S différents. Donc, ça conclut un peu notre section sur trouver un médecin via le guichet d'accès. On voit donc que c'est possible de trouver un médecin via le guichet d'accès, mais il y a quand même certaines iniquités. La prochaine question, c'est vraiment le cœur de mes travaux de doctorat. C'est quoi l'effet d'avoir un médecin de famille via le guichet d'accès? Donc, on sait qu'avoir un médecin via le guichet d'accès, c'est un peu comme un mariage arrangé. On ne connaît pas trop là, le médecin à qui on est affilié, donc on s'est posé la question, mais est-ce qu'une fois qu'ils sont inscrits à ce médecin de famille-là, est-ce que ça améliore leur accès à la première ligne pour les patients? Est-ce qu'ils voient le médecin de famille? Et puis, c'est quoi l'impact sur l'utilisation des services? Donc, on s'est intéressé aux visites en première ligne, à la continuité en première ligne, puis je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, et aux visites à l'urgence, que je vous rappelle, comme je vous ai mentionné, qui peuvent être un peu un indicateur d'un accès pas très bon à la première ligne. Donc, on a utilisé des données des services médicaux de la RAMQ de 2012 à 2015. Et puis, c'était tous les patients de la province qui ont été inscrits, là, donc plus de 500 000 patients qui avaient été inscrits via le guichet d'accès. Puis, on a regardé leur utilisation des services 2 ans avant leur inscription à un médecin via le GAM, puis 2 ans après pour être capable de comparer. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je vous présente les données brutes parce que je les trouve quand même assez intéressantes. Donc ici, je vous présente le nombre moyen de visites par année en première ligne. On peut voir qu'avant, 2 ans avant, 1 an avant, ça tourne autour de 1,7 visites moyennes en première ligne. Puis en première ligne, c'est vraiment auprès d'un médecin de famille, soit dans un GMF ou dans une clinique, mais vraiment externe à l'hôpital. Ça ne compte pas les visites à l'urgence. Et puis, après l'inscription à un médecin de famille, on voit quand même une augmentation significative, même quand on contrôle, ici c'est des données brutes, mais même quand on contrôle pour l'âge, le sexe, la vulnérabilité et tout, on voit que ça augmente de façon assez significative. Dans la première année, on voit que ça augmente à 3,65. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'à l'époque, donc jusqu'à 2015, dans la première année,
il fallait au moins une visite en personne pour confirmer l'inscription. Donc, lors de l'inscription, ça gonfle un petit peu le chiffre dans la première année parce que c'est une visite. Il y a aussi, on peut s'imaginer, par exemple, des besoins non comblés ou un besoin de faire un historique ou quelques suivis, par exemple, il vous envoie faire une prise de sang, vous revenez. Donc, c'est pour ça qu'on voit quand même une augmentation un petit peu plus haute dans la première année. Mais même dans la deuxième année, après l'inscription à un médecin de famille, on voit que c'est plus élevé que c'était avant. Pour ce qui est de la continuité, donc, la continuité est mesurée de deux façons ici. Excusez-moi. Donc, le premier, c'est la concentration des services auprès de la source habituelle. Donc, on a utilisé le Usual Provider Continuity, qui est un indice assez commun dans la littérature. Vous voyez que l'effet n'est pas énorme. Okay, on peut voir ici qu'avant, on était à 0.84, 0.79, après, on est à 0.89, 0.86. Ça l'augmente un petit peu. En revanche, c'est la continuité auprès de la clinique. Donc, on voit que la continuité auprès de la clinique est un petit peu plus élevée. Ce que ça veut dire, c'est que ce que ça suggère, c'est que notre modèle de GMF, notre modèle de groupe de médecine de famille, semble avoir un effet. Donc, dans un groupe de médecine de famille, souvent, ce qui va arriver, c'est que quand notre médecin de famille habituel, le médecin de famille auquel on est inscrit n'est pas disponible, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont nous renvoyer ou ils vont nous envoyer au centre rendez-vous dans la clinique pour voir un autre médecin de cette clinique-là. Donc, on voit qu'on a quand même une concentration un petit peu plus élevée au niveau de la clinique. On voit qu'on est peut-être capable de garder les patients au sein de la clinique, ce qui est assez bien parce que ça permet au moins d'avoir accès au dossier médical de façon plus facile, quand même une continuité au niveau de l'information du patient. Le patient, des fois, va être plus familier avec cette clinique-là aussi. Donc, ça, c'est assez bien. Au niveau de la continuité auprès du médecin, on voit que ça augmente pour la première année, mais après ça, ça diminue. Donc, ce n'est pas nécessairement une continuité qui est maintenue dans le temps. Évidemment, ça date de quelques années. Ça prédate un tout petit peu le taux d'acidité qui avait été imposé par le ministère pour ceux qui sont familiers. Donc, peut-être que ça l'a changé, mais ça vient nous indiquer quand même peut-être que ce n'est pas une grosse différence là, au niveau de la concentration des services après l'inscription à un médecin de famille. Quand on regarde vraiment là, la concentration des services auprès d'un professionnel de première ligne. Pour ce qui est de la dispersion des services, c'est une mesure complémentaire de continuité. Donc, la première que je vous ai présentée, c'est sur le professionnel qu'on voit le plus souvent. C'est quoi notre pourcentage de nos visites qui sont auprès de ce médecin-là? Celle-là, c'est comme un peu le contraire. C'est à quel point nos services sont dispersés entre différents professionnels. On voit que le résultat est assez similaire au niveau de la clinique. Par contre, au niveau du professionnel, c'est que ça semble avoir un effet un petit peu plus grand. Donc, on voit moins de différents professionnels une fois qu'on est inscrit à un médecin de famille versus ce qu'on faisait quand on était un patient orphelin avant. Encore une fois, ça reste significatif, mais ce n'est pas énorme comme différence. Pour ce qui est des visites à l'urgence, donc ici, ce sont le nombre de visites moyens à l'urgence par année, les visites sans hospitalisation, donc qui ne sont pas suivies là, par une hospitalisation. C'est des visites qui sont des fois un petit peu plus sensibles à l'accès à la première ligne, parce que ceux qui mènent à une hospitalisation, souvent, c'est parce que c'est une bonne raison d'aller à l'urgence. Donc, pour les patients non vulnérables, donc la ligne en bleu, on voit que ça ne fait pas de grande différence, l'inscription à un médecin de famille sur leur utilisation de l'urgence. Par contre, pour les patients vulnérables, on voit qu'il y a quand même un impact. Donc, on voit que ça diminue une fois qu'ils sont inscrits à un médecin de famille. Donc, ça vient nous donner un indice que leur accès à la première ligne a peut-être amélioré un petit peu après l'inscription à un médecin de famille, puis qui utilise un petit peu moins l'urgence, mais encore une fois, ce n'est pas des grosses différences. Donc, ce que ça nous dit, en général, c'est qu'après l'inscription à un médecin de famille, ça augmente le nombre de visites en première ligne. Ça vient jouer un petit peu sur la continuité, donc on voit quand même une certaine amélioration, particulièrement là, au niveau de la concentration des services au niveau de la clinique. Ça vient jouer un tout petit peu sur les visites à l'urgence, ça vient diminuer les visites à l'urgence, mais particulièrement là, pour les patients vulnérables, donc ceux qui avaient au moins un problème de santé. Un petit peu moins pour les autres, on ne voit pas tant un effet là, pour les patients qui étaient en santé. Donc, la dernière partie
partie là, de ma présentation aujourd'hui. Donc, parle de la COVID, donc, le contexte dans lequel on vit tous depuis 1 an. J'avais le goût de faire un sondage, ici c'est pas une devinette, mais j'avais le goût de faire un sondage juste pour savoir, vous, est-ce que vous avez vécu des problèmes d'accès à la première ligne pendant la COVID? Donc, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des moments que vous avez eu un problème de santé et vous n'avez pas réussi à avoir accès ou ça a été plus difficile que d'habitude? Je vous laisse un moment pour répondre. Je pense que c'est bon. Ah, quand même assez partagé. Là, on voit 50% oui, 50% non. Donc, c'est assez intéressant. La COVID est venue être un peu une bombe, si on veut, dans toutes nos vies, mais aussi dans notre système de santé, donc dans l'organisation des services de première ligne, ça a induit vraiment une réorganisation massive des services de première ligne. On a parlé beaucoup là, au début des CHSLD et de l'organisation des services dans les hôpitaux, mais dans la première ligne, il y a vraiment eu une mobilisation incroyable pour transformer l'accès. Donc, je peux juste fermer ça. C'est un petit problème technique. Premièrement, je voulais juste vous montrer, là, ici, c'est un graphique de la prise en charge, donc l'inscription à un médecin de famille au cours de l'année. Donc, 2020. On voit que la ligne en bleu, c'est le nombre de patients qui sont pris en charge à chaque mois, donc qui sont inscrits à un médecin chaque mois, pas juste via le GAMP, juste partout dans notre système de santé, via le GAMP et hors GAMP. Et puis, on peut voir qu'en avril 2020, il y a vraiment eu une chute fulgurante de prise en charge. Donc, vraiment, l'inscription à un médecin de famille a quand même pris un coup au cours de l'année 2020 là, pendant la pandémie. Vous voyez la ligne verte là, qui était la moyenne de prise en charge pour 2019-2020. La ligne rouge qui est la moyenne pour 2020. On voit quand même qu'on est en dessous de la moyenne. Ça l'a réaugmenté quand même assez substantiellement à l'automne. On se souvient qu'à l'automne, les choses allaient un peu mieux. Par contre, on voit que ça recommence à diminuer là, en décembre. Je n'ai pas les données là, pour les derniers mois. Elles devraient être disponibles sous peu. Mais on peut s'imaginer qu'au cours des prochaines années, il va y avoir un impact majeur. Au Québec, les médecins de famille qui sont au début de leur carrière, là, qui sont plus jeunes, ont des activités médicales particulières où ils sont obligés de faire certaines activités qui sont prioritaires dans la région. Mais il y a certaines activités médicales particulières qui sont de l'inscription de patients. Donc, les jeunes médecins, là, ils sont obligés de prendre en charge un certain nombre de patients, d'inscrire un certain nombre de patients. Et pendant l'année COVID, il y en a plusieurs qui ont été exemptés de ces activités médicales particulières-là pour leur permettre de se dédier là, aux installations COVID, donc les cliniques d'évaluation, par exemple. Et puis, on peut s'imaginer que ça va avoir un impact assez substantiel là, sur la prise en charge au cours des prochaines années. Donc, ça va vraiment être à surveiller. On ne sait pas c'est quoi la suite, là, mais on peut s'imaginer qu'il va y avoir vraiment des départs à la retraite aussi de médecins qui sont fatigués, qui vont demander à leurs patients d'aller s'inscrire là, au guichet d'accès. On s'est intéressé à la COVID pour plein de raisons, mais pour l'accès à la première ligne, donc on a eu une subvention des RSC avec Mylène Breton, avec Emily Marshall qui est en Nouvelle-Écosse et avec des collègues de l'Ontario. Parce qu'on s'est intéressé à savoir quel est l'impact de la COVID sur l'accès, l'utilisation des services en première ligne et sur la prise en charge. Donc, ce sont des travaux qui sont en cours, mais on est en train de travailler très fort pour avoir accès aux données RAMQ, services médicaux, services pharmaceutiques et hospitalisation pour mieux comprendre quel a été l'impact de la COVID sur l'accès aux services. Mais entre-temps, on a commencé à faire des entrevues, c'est assez intéressant. On a commencé à faire des entrevues avec des médecins de famille, des gestionnaires qui ont été impliqués dans la réorganisation des services de première ligne au Québec. En Nouvelle-Écosse aussi, là, donc ça va être intéressant de comparer éventuellement.
Mais ce qu'on a trouvé au Québec, c'est que vraiment, la COVID est devenue une opportunité de transformer la première ligne et vraiment d'ouvrir l'accès pour les patients orphelins, les patients sans médecin de famille. Donc, au début de la présentation, je vous disais que les patients orphelins, souvent, c'est assez difficile d'avoir accès aux services de première ligne. Pendant la COVID, on a vraiment vu une ouverture populationnelle. Donc, on s'est dit, là, ça n'a pas de bon sens que ces patients-là aillent à l'urgence pour avoir accès aux services dans le contexte actuel. Il y a vraiment trop de risques, c'est trop difficile pour le réseau. Donc, il faut s'organiser pour qu'il y ait accès à la première ligne en dehors de nos hôpitaux. Et ça a mené à des transformations rapides. On a vu vraiment une décentralisation, un leadership, une agilité des professionnels de la santé au niveau régional, local, vraiment, vraiment incroyable. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous là, qui travaillent dans le réseau qui aident sur la pile, mais vraiment félicitations parce que c'est incroyable ce que les gens ont réussi à faire en moins d'un an. Je voulais juste vous parler de trois innovations. Ce n'est pas des innovations nécessairement qui sont nées dans la COVID, mais qui ont vraiment pris de l'ampleur pendant la pandémie. La première, c'est l'accès réseau pertinence, ou peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont entendu parler plutôt du guichet d'accès à la première ligne, non pas à un médecin de famille, mais à la première ligne. C'est une innovation qui se veut aider les patients orphelins à avoir accès à des services pendant qu'ils attendent l'inscription à un médecin de famille. Donc, traditionnellement, on met les gens sur une liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. On les appelle une fois qu'un médecin de famille demeure disponible et ils essaient de se débrouiller entre-temps lorsqu'ils ont un besoin de santé. L'accès réseau pertinence, c'est une innovation qui est née dans le Bas-Saint-Laurent, qui fait son bout de chemin là, à travers le Québec et que vous allez peut-être entendre parler de plus en plus. Mais ce sont des centrales d'appel régionales, donc dans chacune des régions, les gens qui sont inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille en attente d'un médecin de famille vont pouvoir appeler à cette centrale-là éventuellement là, lorsqu'elles seront en place. Appelez pas tout de suite, vous n'allez peut-être pas trouver de service, là, mais l'idée, c'est que selon les besoins des patients, là, selon plein de critères qui vont être établis, on va être capable d'orienter et d'aiguiller les patients orphelins vers les services de première ligne appropriés et pas juste un médecin de famille, mais ça pourrait être, par exemple, d'autres programmes, des CIS ou des CIUS, par exemple, pour la gestion des maladies chroniques ou la cessation tabagique. Ça pourrait être vers un pharmacien, une infirmière, mais vraiment pour venir pallier aux besoins non comblés des patients orphelins pendant qu'ils attendent. On a vu que l'attente peut être assez longue puis qu'il y a plusieurs patients là-dedans qui ont des besoins importants de santé. Donc, cette innovation-là, vraiment à surveiller, très, très intéressant. La deuxième, c'est la clinique d'accès intégré. Donc, c'est une innovation en Estrie qui est un petit peu plus petite, mais qui fait quand même son bout de chemin et qui est une clinique infirmière. Donc, aussi en lien avec les guichets d'accès pour les patients orphelins, vraiment de venir offrir des services temporaires aux patients orphelins pendant qu'ils attendent un médecin de famille, pour venir fournir des services qui sont non urgents, donc tous les besoins de renouvellement, dépistage, pap test, pour venir remplir des formulaires administratifs, des choses pour lesquelles les patients n'iront pas nécessairement consulter, soit au sans rendez-vous ou à l'urgence pour ces choses-là, mais ça devient des besoins éventuellement qui deviennent urgents à force d'être non urgents et d'être accumulés. Donc, il y a une infirmière qui développe des liens aussi et des partenariats clés avec des cliniques médicales où est-ce qu'elle est capable aussi de référer les patients à des suivis médicaux auprès d'un médecin lorsqu'il y en a un besoin. L'idée aussi étant éventuellement que si un patient voit le même médecin plusieurs fois, peut-être que ça pourrait favoriser une prise en charge de ce patient-là par ce médecin-là pour les patients les plus urgents. Finalement, je vous mentionne juste Rendez-vous Santé Québec. C'est une plateforme de prise de rendez-vous public en ligne. L'idée, c'est que les patients pourraient aller dans ce système-là pour se trouver un rendez-vous. Et ça existait avant la COVID, mais c'est vraiment devenu un outil transactionnel pendant la COVID. Donc, il a vraiment permis de réorganiser les services et de basculer ou d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles entre différents services, par exemple, pour réorienter des patients qui se présentaient à l'urgence vers la première ligne lorsqu'il y avait des besoins un petit peu moins urgents, ce qui était ce qu'on appelle P4 ou P5.
Ou, par exemple, si une clinique était maintenant rendue plus dédiée COVID pour que les patients de cette clinique-là puissent avoir accès ailleurs là, dans le système de santé. Donc, la COVID, synonyme d'innovation en première ligne, reste à voir si les impacts sur l'accès vont perdurer dans le temps. Mais vraiment, on sent un vent de changement en première ligne, particulièrement pour l'accès pour les patients orphelins. Et ça va être vraiment intéressant là, de voir qu'est-ce qui va se passer au-delà de notre crise COVID, qu'est-ce qui va en demeurer là, pour l'accès aux services de première ligne. Donc, en gros, on a vu le GAM, c'est quoi? Vraiment le guichet d'accès centralisé, une liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. Il y en a à travers le Canada. C'est assez intéressant aussi de s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres provinces pour apprendre de ce qui se fait, mais on pourra peut-être en discuter pendant la période des questions. Se trouver un médecin de famille via le GAM, oui. Il y a plusieurs patients qui trouvent un médecin de famille via le GAM. Par contre, le temps d'attente est long, puis il y a certaines iniquités. Il y a certains patients qui sont laissés pour compte au sein du guichet d'accès. L'effet d'avoir un médecin de famille via le GAM, c'est quoi l'effet de ce mariage arrangé-là entre un patient et un médecin qui ne connaissent pas? On voit une augmentation des visites en première ligne, une petite augmentation de la continuité dans certains cas, une petite diminution des visites à l'urgence, particulièrement pour les patients qui ont des problèmes de santé, pas tant pour les autres. Et puis la COVID, on voit que ça a eu un effet sur la prise en charge, certainement. On ne sait pas trop ce qui s'en vient. C'est vraiment à surveiller, mais ça a quand même généré des innovations très, très, très intéressantes dans la première ligne au Québec. Donc, en conclusion, le guichet d'accès améliore-t-il l'accès? Oui, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Puis, ça va me faire plaisir de discuter avec vous aussi si vous avez des idées de comment on pourrait faire mieux. Juste avant de terminer, je vous parle des prochaines étapes pour l'avancement de nos projets, mais on voit que pour l'organisation des services, comme je vous ai dit, il y a vraiment des innovations qui sont en train d'être mises en place pour améliorer l'accès pour les patients sans médecin de famille. Vraiment, il faut bâtir sur le momentum de la COVID. Même si tout le monde est fatigué, vraiment, il y a une ouverture incroyable en ce moment pour faire un bout de chemin. Au niveau recherche, en ce moment, on se lance dans un chantier pour comprendre l'expérience des patients avec des patients partenaires, des usagers partenaires. Donc, on fait des entrevues avec des patients pour mieux comprendre c'est quoi leur expérience d'être un patient orphelin, leur expérience pendant la COVID, leur expérience d'avoir un nouveau médecin, de développer cette relation, cette continuité-là. Et puis, on est en attente d'accès à des données sur les services médicaux, pharmacie, les coûts, l'urgence, pour vraiment comprendre c'est quoi l'impact de la pandémie sur l'accès aux services. Une petite plug avant de finir. Si jamais vous avez une expérience d'avoir changé de médecin de famille, d'avoir été inscrit au guichet d'accès, écrivez-moi. On est à la recherche de participants. Il y a une compensation de 50 $ et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous parler de ce que vous avez vécu pendant 45 minutes, 1 heure. Si ça vous intéresse vraiment, ça va nous faire plaisir de vous parler. Merci beaucoup de votre écoute, de votre temps et j'espère qu'on va avoir la chance de discuter un peu là, pendant les prochaines minutes.